Salut les formateurs, c'est Flo. Aujourd'hui, je réponds à cette question. Comment gérer les différentes postures du formateur et comment se débarrasser du syndrome du formateur? Je vais commencer par évoquer les différentes postures du formateur. Les différentes postures, pour moi, il y en a quelques-unes. D'abord, cette posture où on est une référence en termes de savoir. C'est ce que j'appelle le formateur-professeur. Quand vous avez l'image d'un professeur, vous voyez tout de suite de quoi je veux parler. J'ai le savoir, je vais le transmettre à mes apprenants, j'instaure un cadre, un contexte, je donne du sens, bref, je suis quelqu'un de carré et je vais donner toutes les informations, ok? Très important pour moi cette posture-là de référence et surtout de cadre, parce que les apprenants doivent pouvoir s'appuyer sur moi et je dois pouvoir leur donner un cadre. Si il n'y a pas de règles de vie dans une formation, si vos consignes ne sont pas claires, comment voulez-vous qu'ils comprennent quoi que ce soit? Donc pour moi, cette posture-là, elle est très importante. Il y a maintenant cette posture qu'on retrouve beaucoup, cette posture de facilitateur dans laquelle les formateurs se retrouvent, qui est de venir faciliter l'apprentissage, de venir faciliter la collaboration. On n'agit plus en tant que professeur qui donne les informations, qui donne le savoir. Là, on s'appuie sur les apprenants en leur donnant quelques petites billes, en leur facilitant l'apprentissage. Bien entendu qu'on l'utilise de plus en plus puisque les adultes savent apprendre par eux-mêmes et on en a besoin d'apprendre les choses par soi-même. C'est valorisant, ça donne envie, ça motive. Et quoi de mieux que de retenir une information quand on l'a apprise par soi-même? Donc pour moi, cette posture de facilitateur, elle est très importante. Et on va s'appuyer sur diverses techniques de collaboration, de travail en individuel, un petit peu de coaching aussi quelque part, ce qui me fait basculer vers cette posture du guide, du coach. On va accompagner nos apprenants. On va agir un petit peu comme une lampe torche. Moi, j'aime bien cette image-là. On va montrer le chemin, mais on va pas faire le chemin à leur place. Donc on va simplement donner les informations dont ils ont besoin. On va les guider, on va les pousser. On va être valorisant, bienveillant, tolérant. On va accompagner nos apprenants. Ça pour moi, c'est ce qui manque dans certaines formations. On va donner notre formation et à la fin de la journée, tout le monde rentre chez soi. Il n'y a pas de suivi. Ça, c'est dommage. Maintenant, je comprends que ça puisse pas toujours se mettre en place, mais moi, il y a des moments où je me dis, mince, j'aimerais suivre ce groupe, mais je peux pas forcément, parce que l'entreprise n'a pas forcément plus de temps que ça à m'accorder, et ainsi de suite. Mais quand on peut le faire, quand on peut accompagner, c'est très important pour pouvoir évaluer les acquis, ce qu'on a vu en formation. Est-ce qu'ils ont réussi à le mettre en pratique? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où ma posture de coach, elle prend tout son sens. Je viens valider, on vient retravailler, on vient montrer du doigt, voilà ce que tu fais de bien, voilà tes points forts et voilà tes axes d'amélioration. Et je viens guider mon apprenant. Voilà pour moi globalement toutes ces postures du formateur sur lesquelles on va un petit peu jongler. Alors j'ai envie de dire, on va pas mettre sur papier à quel moment je vais être formateur-professeur, à quel moment je vais être formateur-guide. Non, c'est quelque chose qui se fait naturellement, c'est une question de bon sens. Il y a un moment donné, je donne mes règles de vie, c'est normal, j'ai cette posture droite, parce que là on parle de règles, mais je vais adopter une posture de facilitation parce que je veux faire collaborer, je vais m'appuyer sur des techniques qui existent déjà et après la formation, je vais guider mes apprenants. Ces postures-là, c'est pas gravé dans le marbre. D'accord? On peut prendre conscience de tiens, ça je l'utilise pas tellement, ça je le fais pas tellement, ou ça au contraire je le fais très bien. Et je pense quand même que si on arrive à utiliser ces postures-là, bah, ça peut être que du bénéfice. Et j'y ajouterais quelque chose qui pour moi est très important dans notre métier de formateur, en termes de posture. Moi en tout cas c'est comme ça que je fais, j'apporte du dynamisme. Dans toutes mes formations, je veux envoyer plein d'énergie. Donc je mets beaucoup d'énergie, je mets du dynamisme, il faut que ça vive, il faut qu'il y ait du rythme. Parce que moi j'ai besoin, quand les personnes viennent en formation avec moi ou en atelier, je veux que ça pète dans tous les sens. Je veux qu'on s'amuse. Je veux que les participants ressortent de là un peu fatigués, mais qu'ils puissent se dire « Waouh, ah mais c'était vraiment chouette, là on a vraiment passé un bon moment. » Je veux qu'ils puissent être motivés à la fin de la formation et qu'ils puissent se sentir valorisés. Ça, je savais même pas que je pouvais le faire. Bah voilà, moi je veux que mes apprenants repartent comme ça, qu'ils puissent pointer du doigt leurs points forts, qu'ils sachent ce qu'ils aient à faire en sortant de mes formations. Et je veux qu'ils soient motivés. Voilà, ça c'est vraiment pour moi la posture la plus importante. Je veux qu'il y ait du dynamisme,
Je veux surtout qu'il y ait de la bienveillance et de la tolérance dans mes formations. Il n'y a pas de jugement, bienveillance entre nous. On a le droit de faire des erreurs, on est là pour ça. C'est pour ça qu'il y a une formation. Pour justement tenter des choses, faire des erreurs. Il n'y a pas de risque. Et on s'amuse. Voilà, c'est comme ça que je vois mes formations. Bien sûr, ceci n'engage que moi. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, comment se débarrasser du syndrome du formateur, alors la personne m'expliquait que le syndrome du formateur, c'est vouloir aller jusqu'à la perfection. Je veux que tout soit parfait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de formateurs comme ça. J'ai plutôt envie de dire que ce sont les formateurs débutants qui ont envie d'avoir une belle présentation parfaite avec leurs notes à côté qui soient nickel. J'étais comme ça, hein. Moi je répétais beaucoup mes formations avant de les animer pour être sûr que mon discours soit bon, pour être sûr d'avoir les bonnes notes au bon moment. Je travaillais même le moment où je regardais mes notes. J'en avais besoin pour me sentir à l'aise. Donc ce n'est pas du tout une critique que je fais, mais c'est vrai qu'on a un petit peu tendance à appuyer sur du détail qu'il n'y a pas forcément besoin. Je me souviens avoir bien préparé des formations, mais ne pas avoir préparé les questions qu'ils allaient me poser. Et je me retrouve en difficulté, je me dis mince, toute ma préparation, elle a servi à rien. Je pense aussi aux formateurs indépendants qui créent leurs formations, qui les mettent en ligne, ou qui vendent leurs prestations. Ils ont envie d'aller vers quelque chose de parfait. Et là, j'ai envie de dire, prenez le risque de vous planter. Prenez le risque de lancer quelque chose qui n'est pas parfait. Prenez le risque de vous tromper. C'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Je vous donne un exemple. J'ai lancé la communauté des formateurs anonymes qui me tenait à cœur. Et c'est depuis 2019 hein, que je vous en parle. Depuis janvier 2019, je me dis, allez, je lance les formateurs anonymes. Et je l'avais jamais fait. Pourtant, j'ai écrit sur papier, voilà, je voudrais qu'on parle de ça. Les réunions, elles vont être structurées comme ça. Je vais passer ces ressources-là, il va y avoir ça et ça et ça. Et finalement, il m'a fallu 3 ans avant de la lancer. Et j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps parce que j'ai voulu aller vers cette perfection. Me dire, là, je me sens prête, je peux le lancer. Finalement, ce que j'ai fait comme à mon habitude, j'ai lancé quelque chose à l'arrache. C'est-à-dire que j'ai rédigé la page sur laquelle j'explique voilà ce qu'il va y avoir dans les formateurs anonymes. Je veux qu'on parle de bienveillance, je veux qu'on soit tolérant, je veux qu'on s'entraide entre nous, c'est tout. Et j'ai simplement lancé le projet. Je vous ai envoyé un email, donc pour ceux qui sont inscrits à ma newsletter, et je vous ai dit, je lance, ça y est, les formateurs anonymes. Et vous avez répondu. Et j'ai été la première surprise. Je me suis dit, mais je ne comprends pas, j'ai passé des années à peaufiner le truc, et c'est quand je lance à l'arrache que ça fonctionne. Et pour ma part, j'avoue que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. À chaque fois que je lance quelque chose sur un coup de tête, ça fonctionne. Parce que je vais à l'essentiel. Parce que je donne simplement l'information brute. Mais il n'y a pas besoin d'aller peaufiner avec du détail. Et pour aller encore plus loin, dans les formateurs anonymes, le premier rendez-vous qu'on a fait, j'ai envoyé le lien de connexion à des personnes qui n'auraient pas dû avoir ce lien de connexion. Parce que les formateurs anonymes, je demande une contribution pour pouvoir intégrer cette communauté. Et j'ai envoyé le lien de connexion à plein de personnes qui n'avaient pas contribué. Et je me suis dit, mince, je vais me retrouver avec des personnes qui ont payé, des personnes qui n'ont pas payé, ils ne vont pas comprendre l'un et l'autre. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Qu'est-ce qui va se passer? Vite, j'ai contacté les personnes qui avaient payé en leur disant attention, il risque d'avoir des personnes qui n'ont rien à faire là. Mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Vient le premier rendez-vous et là je me dis mince, j'ai pas bien préparé, j'ai pas prévu de support, mais finalement est-ce que j'aurais peut-être pas dû? Je me suis posé tout un tas de questions, mais j'avais cette intuition que je ne devais pas trop préparer. Parce que les formateurs anonymes, c'est justement pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir parler de nos problématiques. Et le plantage que j'ai eu dès le premier rendez-vous, je me suis dit, mais en fait, moi-même, je suis au bon endroit. Et cette communauté, évidemment, elle s'adresse aussi à moi. C'est pour ça que je l'ai créée, pour que moi aussi, je puisse exprimer mes besoins, mes problématiques, résoudre des erreurs. Et je me suis retrouvée dès le début dans ma propre communauté bienveillante qui me dit, bah oui, c'est pas grave en fait que t'aies pas envoyé le lien aux bonnes personnes. Bah, au moins, comme ça, on aurait pu leur expliquer et peut-être que ça aurait pu les intéresser aussi. Et je me suis dit, bah en fait, c'est bien, en fait j'ai bien fait de me tromper. Ça montre dès le début qu'on a le droit à l'erreur. Et j'ai aussi pu montrer aux personnes qui étaient là que j'avais mis des années à construire quelque chose qui
finalement, c'était inutile de perdre autant de temps. Il fallait simplement le lancer et puis faire évoluer au fur et à mesure. Et bien sûr, cette communauté des formateurs anonymes, je veux qu'elle évolue, je veux qu'on grandisse ensemble. J'ai plein d'idées, mais je me dis, je les laisse de côté. Commençons par le début. Tous les lundis matins, 10h30, on exprime nos problématiques. Et on est déjà en train de s'entraider les uns les autres. Et c'est exactement ce que je voulais. Donc voilà pourquoi le syndrome du formateur, oui, il faut s'en débarrasser, mais c'est pas forcément quelque chose d'évident à faire. Si vous voulez lancer une formation et que vous dites mais elle n'est pas parfaite, lancez-la quand même. Vous n'avez que votre point de vue, elle n'est pas parfaite. Mais quand vous aurez le feedback de vos apprenants, là vous pourrez savoir ce qu'il y a à conserver et ce qu'il faut améliorer. Autre exemple, avec mon atelier gamification, je l'ai lancé avec mon scénario. Je me suis dit, bah écoutez, il est prêt, j'avais mes supports, les tests que j'ai voulu faire, mais ça ne m'a pas empêché et j'avais besoin du retour des apprenants qui étaient là, qui m'ont dit, bah ça, tu aurais peut-être pu l'utiliser de cette manière-là. Tiens, à la fin, tu ne nous parles pas des coachings que tu peux faire. Tiens, tu n'as pas parlé de ça. En revanche, ça, on a bien aimé. Ça, on aurait voulu le voir. Et le fait d'avoir ces retours, ça me permet d'améliorer mes ateliers. Donc, non, n'attendez pas que votre formation soit parfaite pour la lancer. Vous la lancez et avec le retour de vos apprenants et de vous-même, avec du recul et de manière objective, vous vous dites ça c'est ok, ça je modifie, ça je supprime, ça je garde. Et c'est tout. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à cette question. Merci en tout cas de l'avoir posée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Merci de vos commentaires. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.